heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République assiste auprès de plus de 60 chefs d'État et de gouvernement au démarrage des travaux du premier sommet mondial de l'action humanitaire à Istanbul, en Turquie. Au nom du chef de l'État, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire réitère l'engagement de notre pays au respect des fondements et principes des droits humains. Le gouvernement japonais finance à hauteur de 3,3 milliards d'ouguiya des projets de développement dans notre pays, et ceci dans le cadre de la coopération bilatérale. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par le message de félicitations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, adressé à son Excellence Isaias Afwerki, chef de l'État érythréen, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a à cette occasion renouvelé la volonté de la Mauritanie de renforcer et de développer davantage les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays pour servir les intérêts de nos deux peuples frères. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, s'est entretenu ce matin à Istanbul avec le chef du gouvernement libanais, Tamam Salam. La rencontre qui s'est déroulée en marge du premier sommet mondial de l'action humanitaire a été l'occasion de passer en revue les questions posées au sommet et les défis auxquels fait face la région arabe dans ce domaine. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, Ahmed Ould Bahia, et de l'ambassadeur de Mauritanie à Ankara, son Excellence Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine El Kouaisli. Démarrage aujourd'hui du premier sommet mondial de l'action humanitaire à Istanbul, en Turquie, un sommet qui vient en réponse à un appel lancé par les Nations Unies. Près de 60 chefs d'État et de gouvernement et plus de 6000 responsables et représentants d'organismes internationaux et régionaux, de la société civile et des moyens de communication participent à ce sommet historique. Rabia Deda. La ville d'Istanbul abrite le premier sommet mondial de l'action humanitaire. Objectif, ranimer la flamme de l'action humanitaire. Le choix symbolique de la Turquie pour accueillir ce sommet inédit intervient au moment où la Turquie accueille près de 3 millions de réfugiés. Les invités des Nations Unies ont répondu nombreux. Près de 60 chefs d'État et de gouvernement et plus de 6000 responsables et représentants d'organisations internationales et régionales, d'organisations de la société civile, participent à cette rencontre de 2 jours qui veut engendrer une série d'actions et d'engagements concrets pour, entre autres, prévenir les conflits, faire respecter le droit international humanitaire et garantir des sources de financement stables pour les projets humanitaires. Les chefs d'État et de gouvernement, d'organisations internationales et régionales, la société civile ont cherché avec les experts les moyens de restructurer et d'adapter le système humanitaire aux défis actuels, afin de rendre l'action humanitaire plus efficace, plus effective et plus cohérente. Des millions de personnes dans diverses régions du monde sont poussées à la migration du fait des conflits et des actes de violence. S'ajoutent à cela les victimes des catastrophes naturelles, les migrations collectives et les épidémies résultant de ces conflits rendent encore plus aiguës ces crises. Ce sommet mondial de l'action humanitaire permettra de répondre en matière d'assistance humanitaire à travers un plan d'action efficace à ces crises. Restons dans le cadre du sommet humanitaire international d'Istanbul où le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Tourad Ould Abdelmalek, a salué au nom du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, la tenue de ce sommet, réitérant l'engagement de la Mauritanie à respecter les principes fondamentaux du droit humanitaire international qu'elle a ratifié. Je vous propose de suivre l'intégralité de son discours avec Abdullah Damaba. Messieurs, Mesdames, je voudrais au nom du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz présenter mes remerciements au peuple et au gouvernement turc pour la chaleur de l'accueil et la générosité de l'hospitalité. Comme je salue les efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour la tenue de ce sommet autour de l'action humanitaire.
Messieurs, Mesdames, la République islamique de Mauritanie salue la tenue de ce sommet et réitère son engagement à respecter les principes fondamentaux du droit humanitaire international qu'elle a ratifié. Dans ce cadre, notre pays a accueilli et continue d'accueillir un nombre considérable de réfugiés venant de l'État du Mali frère. À cette occasion, nous réaffirmons notre ferme volonté de contribuer aux efforts visant la prévention de nouveaux conflits et notre participation aux solutions de ceux qui existent par les voies pacifiques. Messieurs, Mesdames, la Mauritanie a adopté une politique visant la consolidation de la bonne gouvernance, la lutte contre la gabegie et la pauvreté, ainsi que la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Il s'agit d'une politique qui a donné ses résultats positifs, fait qui a contribué au recul de la pauvreté et à la préservation de la sécurité et de la paix civile. Messieurs, Mesdames, en Mauritanie, nous nous engageons à poursuivre et développer les efforts en vue de la réalisation davantage de bien-être pour les citoyens et pour les réfugiés que nous avons l'honneur d'accueillir sur notre sol. Nous accordons également une attention particulière à la promotion de la société civile afin de lui permettre de mener à bien ses missions humanitaires et de développement. Enfin, j'ai grand espoir que notre sommet va nous permettre de parvenir à des approches qui vont, d'une part, prévenir les nouveaux conflits et d'autre part, contribuer à alléger les souffrances humanitaires engendrées par les conflits enregistrés et par les catastrophes naturelles. Je vous remercie. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence de la députée Fatoumata Mintali Mahmoud à la discussion de projets de loi portant sur des conventions de financement destinées au développement de l'énergie électrique dans notre pays. Le premier projet de loi a trait à la convention de prêt signée le 21 décembre 2015 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe de développement économique et social FADES est destiné au financement du projet de développement des réseaux de transport de distribution d'électricité. Le second projet intéresse une convention de prêt signée le 2 mars 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien de développement et est destiné au financement du projet de ligne électrique entre Nouakchott et Nouadhibou. Quant au troisième projet de loi, il porte sur une convention de prêt signée le 2 février 2016 à Nouakchott entre la République islamique de Mauritanie et le FADES destiné au financement du projet de renforcement de l'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Sénégal, la ligne Nouakchott-Tombine. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Salem Oulbechir, a fait un exposé au cours de la réunion dans lequel il a expliqué les résultats positifs que notre pays a pu obtenir par ces conventions qui participent au développement de l'énergie électrique qui constitue le moteur des différents projets économiques. À l'issue de cette séance, la Commission élaborera un rapport détaillé sur ces projets de loi qui lui seront discutés en séance plénière. Le ministre de l'Économie et des Finances a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de lancement officiel de l'accord de financement du gouvernement du Japon d'un montant de 9,4 millions de dollars américains, ce qui équivaut à 3,3 milliards d'ouguiya pour le financement de projets de développement, et ceci dans le cadre de partenariat entre notre pays et le Japon. Ont assisté à la cérémonie aux côtés du ministre de l'Économie et des Finances, le coordinateur résident du système des Nations Unies dans notre pays et l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, Melika Nagli. Une enveloppe financière de 9,4 millions de dollars américains ont été octroyés par le gouvernement du Japon à des projets humanitaires contribuant à la stabilité sociale et à la sécurité en Mauritanie. Ces projets permettront de renforcer les capacités de lutte contre l'immigration clandestine, le crime organisé et le terrorisme, promouvoir l'accès aux services sociaux de base, lutter contre l'extrémisme, fournir une aide alimentaire à la frange sensible de la population et contribuer au soutien des réfugiés maliens en Mauritanie. Le ministre de l'Économie et des Finances a souligné à cette occasion l'importance et l'exemplarité de la coopération avec le gouvernement du Japon.
L'objet de ce financement entre, dit-il, dans le cadre des priorités du président de la République. Monsieur le ministre rappelle que dans le cadre de ce projet, 5 agences du système des Nations Unies bénéficieront de fonds au niveau national, tandis que des projets du PNUD, d'ONU-DC et d'ONU-Femmes recevront également des fonds additionnels. De son côté, le coordinateur résident du système des Nations Unies en Mauritanie, M. Mario Samaja, a mis l'accent sur la portée de cette aide. Grâce au financement du budget supplémentaire du gouvernement du Japon, des actions cruciales pourront être conduites en 2016. Ces nouvelles actions viendront consolider les résultats des interventions conduites depuis 2013. En effet, grâce aux généreuses contributions du gouvernement du Japon, le système des Nations Unies a été en mesure d'apporter ces dernières années un soutien considérable à la fois aux communautés mauritaniennes les plus vulnérables affectées par la sécheresse, ainsi qu'aux réfugiés maliens du camp d'Embera. Quant à l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, son Excellence Hiratsugu Shimozi, il a indiqué que ces aides viennent encourager les efforts considérables et reconnus du gouvernement mauritanien pour faire face à des défis tels que la lutte contre la pauvreté et le terrorisme, qui sont 2 axes principaux de la politique de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz. En tant que partenaire au développement de la Mauritanie, le Japon a octroyé au gouvernement mauritanien des financements officiels qui s'élèvent à ce jour à 500 millions de dollars américains. Ceci en plus des domaines précités, dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de la sécurité alimentaire et de la pêche. Cette contribution du Japon a par ailleurs également permis de répondre aux problématiques structurelles en renforçant les capacités de résilience des ménages mauritaniens vulnérables dans les régions les plus touchées par les effets de la sécheresse. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement vient d'achever une visite dans les régions de la Saba et du Gorgol. Visite au cours desquelles il a supervisé l'inauguration du projet d'Aftot Shergi qui alimentera 30 villages à partir de Voumogleta et tenu des réunions avec les populations locales. Mohamed Zamzam. La visite entreprise hier dans les wilayas de la Saba et du Gorgol a permis au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Abdallahi Oulouda'a, de procéder à l'inauguration du projet Aftot Shergi qui alimentera 30 villages situés dans le triangle de l'espoir qui a souffert de longues années du manque d'eau potable. Aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre de ce projet structurant, les populations accéderont désormais à la consommation de l'eau potable à partir du barrage de Foumogleta. Les citoyens que nous avons rencontrés ont apprécié à sa juste valeur l'importance de ce projet qui ne manquera pas, sans nul doute, d'améliorer leurs conditions de vie, notamment les populations vivant dans cette zone de pauvreté. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Abdallahi Oulouda'a, s'est arrêté sur son passage entre l'axe Barkewel-Foumogleta en vue de se rendre compte de la bonne exécution du réseau de conduite d'eau à Foumogleta. Partout où il s'est rendu, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été édifié par rapport à l'exécution du projet Aftot Shergi. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé une réunion avec les populations de Barkewel, réunion au cours de laquelle il a passé en revue la politique du gouvernement sous la conduite du Premier ministre M. Yahya Ould-Hadamine. À Foumogleta, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé une réunion similaire au cours de laquelle il a pris connaissance de l'ensemble des problèmes inhérents à la réalisation du projet d'Aftot Shergi. Suite à la visite qu'a effectuée son Excellence le président de la République au triangle de l'Espoir en 2009-2010, donc l'alimentation en eau potable de la population de l'Aftot située sur un Bizosek était un rêve. Il est réalisé et vous l'avez vu ce matin de Barkewel jusqu'à Foumogleta. Donc environ 30 000 personnes ont été desservies aujourd'hui par une eau potable qui répond aux normes de l'OMS. On est là, vous avez les infrastructures qui sont composées essentiellement d'une station de pompage située au niveau du barrage de Foumogleta, d'un débourbeur, vous le voyez là, débourbeur, décanteur, la filtration. Et nous avons ici à côté, juste à côté, 2 réservoirs de stockage d'eau traitée, dont chacun est de 1000 mètres cubes, et une station de pompage, un autre réservoir situé sur la montagne Wawa, à 19 km. Donc de là-bas, l'eau va gravitairement jusqu'à Barkewel. L'inauguration de ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement du Premier ministre M. Yahya Ould-Hadamine.
La ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens établis à l'étranger, Khadjetou Mbarak Fall, a signé aujourd'hui dans les locaux du ministère un mémorandum d'accord avec une mission de la Société canadienne de tuyauterie transafricaine présidée par Tennyson Rood. Le protocole d'accord porte sur le travail conjoint pour la construction de canalisations hydrauliques, de stations solaires et d'usines de traitement et de transport d'eau potable sur les côtes mauritaniennes en coordination avec l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte. Les deux parties ont affirmé à cette occasion leur engagement à coopérer dans toutes les phases d'évaluation et de déroulement des travaux afin de garantir une réalisation optimale du projet aussi bien sur le plan mauritanien qu'à celui de la sous-région. La ministre a eu à ce propos des entretiens avec cette mission qui effectue actuellement une visite dans notre pays. Le renforcement des relations entre la Mauritanie et cette institution et les moyens de les développer davantage était également au menu des discussions. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier de formation organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en partenariat avec la coopération allemande au profit des staffs centraux, des hauts cadres et des responsables administratifs du département. Objectif, renforcer la performance des acteurs de la décentralisation pour qu'ils puissent jouer le rôle dans le processus du transfert des pouvoirs, un processus qui vise à améliorer la situation de la population, en particulier celle des plus défavorisés. Retour à Amélie Canarli. L'objectif de cette formation est de permettre aux ressources humaines du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de faire face aux multiples défis auxquels ils font face par le renforcement des acteurs de la décentralisation pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans le processus de transfert des pouvoirs. Ce processus vise à améliorer la situation de la population et en particulier celle des plus défavorisés. La série de formations programmées s'intègre dans le cadre du projet « Formation des acteurs de la décentralisation » du programme « Bonne gouvernance » de la GIZ. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a souligné que le gouvernement entend renforcer les capacités de ses ressources humaines afin qu'ils soient en mesure d'assurer leur noble mission en étant mieux outillés. Ce renforcement des capacités entre également dans le cadre de la mise en place d'une stratégie ambitieuse du secteur, permettant à l'administration de travailler selon des normes et procédures modernes dans des infrastructures adaptées à leur mission. Quant au représentant de la coopération allemande, il a dans son allocution mis l'accent sur cette nouvelle collaboration qui entre dans le programme Bonne gouvernance de la GIZ. Étant convaincu que la décentralisation est un vecteur de bonne gouvernance et que sa réussite passe forcément par le renforcement des compétences de ces acteurs, nous saisissons ce mandat à la fois au sens d'un vote de confiance, mais aussi comme un défi immense. L'expérience menée durant les différentes phases du projet a confirmé le choix de nos orientations et a démontré que les acteurs de la décentralisation dépassent le cadre des collectivités territoriales pour s'étendre au niveau régional déconcentré et aussi au niveau central. Après Nouakchott, d'autres formations auront lieu au Brakna, dans la Saba et dans la Drar. Démarrage également des travaux d'une session de formation nationale en biosécurité et biosûreté organisée au profit des coordinateurs du réseau des laboratoires de santé publique au niveau régional par l'Institut national de recherche en santé publique en collaboration avec l'OMS. Cet atelier vise à renforcer les capacités des participants dans le domaine de l'application des exigences des législations sanitaires internationales. Compte rendu, Abdelrahman Hamadan. Cette session de formation en biosécurité et biosûreté organisée par l'Institut national de recherche en santé publique en collaboration avec l'OMS a pour objectif le renforcement des capacités des coordinateurs régionaux du réseau des laboratoires de santé publique. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, M. Ahmed Jidou Zain, a mis en exergue l'importance de cette formation
qui vise l'échange autour des connaissances relatives à la sûreté et la sécurité dans les laboratoires biologiques, ou encore les transferts de savoir-faire dans ce domaine aux coordinateurs régionaux de santé publique, a-t-il ajouté. La biosécurité désigne de manière générale l'ensemble de mesures préventives et réglementaires visant à réduire les risques de diffusion et de transmission accidentelle ou malveillante des maladies infectieuses dans les populations. Il est important d'insister sur l'identification de bonnes pratiques en matière de biosécurité et de biosécurité, notamment dans la lutte contre tous les risques liés au travail sur les matériaux biologiques d'une façon générale, ainsi que sur les aspects liés à la sécurité au sein des laboratoires. Il est également primordial de ne pas oublier la sécurité en matière de lutte biologique, qu'il s'agisse des risques biologiques pour l'homme que pour les plantes et les animaux. Le directeur de l'Institut national de recherche en santé publique, Dr Mohamed Ibrahim El-Kouri, a indiqué que cet atelier spécialisé, le deuxième du genre en Mauritanie, permettra de former les coordinateurs des réseaux de laboratoires de santé publique au niveau régional dans le but de leur doter des compétences nécessaires pour la mise en œuvre des exigences de réglementation internationale dans le domaine de santé, notamment la clause relative à la prévention des risques liés à l'utilisation confinée des objets causant les maladies et la prévention de sécurité des travailleurs dans les laboratoires biologiques nationaux. Plusieurs thèmes se rapportant à la biosécurité et la biosécurité seront abordés et discutés au cours de cet atelier qui dure 5 jours, notamment les contextes réglementaires sur la biosécurité, l'hygiène et la sécurité face aux risques chimiques au laboratoire ou encore la gestion des risques biologiques, entre autres. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré la journée mondiale de télécommunications et de la société d'information sous le thème « L'entrepreneuriat dans le domaine d'éthique au service du progrès social ». Les festivités commémoratives de cette journée, organisées par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la télécommunication, comprennent des expositions de plusieurs sociétés de services et des opérateurs des télécommunications et d'autres des jeunes lauréats de la compétition de 100 jeunes sur les applications des smartphones. Salem Mejbour Salem. Les manifestations de cette journée ont été notamment marquées par l'exposition des produits des sociétés de télécommunications représentant les différents opérateurs du pays et des jeunes cadres du secteur des télécommunications. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Mohamed Oulaïba, a précisé que la célébration de cette journée vise à développer l'information autour des opportunités offertes par les services des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les organisateurs visent essentiellement les jeunes, les hommes d'affaires et les petites et moyennes entreprises. Objectif, les inciter à maîtriser la gestion des projets porteurs et innovants, particulièrement les projets émergents. Pour sa part, le directeur de l'Agence d'accès universel pour les services dira que son institution travailler afin d'identifier et mettre en œuvre les actions de prolongement des programmes du gouvernement dans les zones justifiant l'adoption de mesures spécifiques au titre de l'accès universel aux services de base, ajoutant que l'agence a fixé des objectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la composante technologie de l'information et de la communication qui constitue aux yeux du directeur un facteur essentiel du développement économique et social. Direction à présent la ville de Nouadhibou, où le parti de l'Union pour la République IPR a organisé hier un meeting populaire sous la présidence de Sidi Mohamed Oulmaham, président de cette formation politique. Le président de l'UPR a précisé que la présence remarquable des populations traduit leur attachement à la voie des réformes engagées par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, insistant sur la nécessité de renforcer l'unité nationale entre toutes les franges de la société et de s'éloigner de tout ce qui peut conduire à la division.
Il a souligné dans ce cadre que la nouvelle Mauritanie est fondée sur la dignité, la justice, l'égalité et la répartition équitable des richesses. Boulmaham a révélé que les habitants de la ville de Nouadhibou se rappellent la situation dans laquelle se trouvait leur cité en 2008 et celle d'aujourd'hui, où elle jouit de la sécurité, de la stabilité, des libertés ainsi que des grands projets de développement. Au cours de ce meeting, plusieurs membres du bureau exécutif du parti ont pris la parole, ont repris le discours prôné par le parti dans toutes les langues nationales. La Fondation Habib Mahfouz a organisé hier soir à Nouakchott une cérémonie de remise des prix de la première édition de la dictée Habib Mahfouz qui a eu lieu le 8 mai passé. Rabia Adid. Au cours de cette cérémonie de remise de prix de la première édition de la dictée Habiboul Mahfouz, 11 prix ont été distribués, 5 pour le fondamental, 5 pour le secondaire et le prix de la ponctualité. La Fondation a également pris en charge 2 enfants défavorisés pour l'année scolaire 2016-2017, une prise en charge qui comprendra tous les frais scolaires. Rappelons que 86 élèves d'une quinzaine d'établissements scolaires publics et privés avaient pris part à la dictée le 8 mai passé. La présidente de la fondation Habib Mahfouz, Taqlem Tabeidallah, veuve de Habib, a mis en exergue le désir de la fondation de continuer à travers l'organisation de ce concours à la promotion de la langue française. Elle a par ailleurs affirmé que les enfants pris en charge par la fondation bénéficieront d'un encadrement sans faille pour l'année scolaire 2016-2017. La cérémonie a été marquée par des interventions de plusieurs amis du célèbre chroniqueur qui se sont succédés et ont rendu de vibrants témoignages faisant état des vertus de Habiboul Mahfouz et de son rôle favorisant plus de conscience et plus de liberté d'expression au tout début de la démocratisation en Mauritanie. Autre temps fort de cette cérémonie, la chanson hommage à Habib del Ma'louma Mtel Meiddah. La cérémonie a été ponctuée de lecture de certaines chroniques que Feu Habiboul Mahfouz a eu à faire paraître dans différents journaux au cours des années 90 du siècle dernier. Feu Habib, qu'Allah l'accueille dans son saint paradis, est décédé le 30 octobre 2001. Le Centre Ibn Khaldoun pour la culture, le dialogue, la communication et le développement a organisé hier à Nouakchott un colloque scientifique sur la femme magistrat en Mauritanie, organisé en collaboration avec le projet État de droit en République islamique de Mauritanie sur financement de l'Union européenne. Le président du centre a souligné dans un mot prononcé à cette occasion l'importance de la justice en tant que pratique indispensable pour la réforme de la société et la préservation des droits. Les participants à ce colloque ont discuté des problématiques liées à ce thème et le point de vue de la loi islamique à ce sujet, en plus de la discussion des différents points de vue juridiques et des expériences humaines dans ce sens. L'Association féminine pour la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme a organisé hier soir à Nouakchott un colloque de sensibilisation, le 4e du genre, pour la préparation de l'accueil du mois béni du Ramadan. Cette rencontre vise à la sensibilisation des participants sur l'importance des œuvres caritatives et surtout pendant le mois béni du Ramadan. Elle vise entre autres à recueillir des dons pour pouvoir financer leur activité durant ce mois. La présidente de l'association, Radia Mint Moulay El Arbi, a mis en exergue l'importance de donner aux nécessiteux en appelant à des dons pour pouvoir garantir le succès de l'opération de son association. La soirée a été marquée par plusieurs interventions d'imams et d'oulémas qui ont prôné les vertus des dons au profit des nécessiteux. Le centre Aziza pour la culture populaire a organisé hier soir une activité culturelle au sein de son centre dans la capitale. Une rencontre qui vise à l'ancrage de l'unité nationale à travers le lancement annuel du patrimoine culturel national. Ça a été l'occasion pour les participants d'écouter plusieurs interventions faites par les oulémas, des professeurs en recherche académique et des experts en sociologie sur l'importance de l'unité nationale. Le centre organise cette rencontre annuellement pour mettre en exergue les différentes cultures populaires nationales et l'importance de les sauvegarder. Et nous refermons ce journal par l'actualité internationale en bref et en images avec Abdullah Dababa.
L'offensive pour la reprise de la ville de Falloujah a été lancée ce lundi par l'armée irakienne. Située à un peu plus de 50 km de Bagdad, la ville de Falloujah est aux mains de l'organisation de l'État islamique. Cette offensive de l'armée irakienne est appuyée par des forces tribales composées de volontaires des tribus locales. Des centaines de milliers de civils qui sont actuellement au niveau de la ville ont été appelés à quitter les lieux avant le début des opérations. L'offensive pour la reprise de Falloujah a été annoncée par le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi. Cette ville était la première à tomber aux mains des combattants de l'État islamique en janvier 2014. Au moins 45 personnes ont perdu la vie lors d'un double attentat à Aden, au Yémen. Cet attentat à l'aide d'une voiture piégée a eu lieu devant une foule composée de jeunes personnes alignées afin de rejoindre l'armée yéménite dans la ville d'Aden. Ces explosions qui ont été revendiquées par le groupe État islamique ont par ailleurs occasionné 20 blessés. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République assiste auprès de plus de 60 chefs d'État et de gouvernement au démarrage des travaux du premier sommet mondial de l'action humanitaire à Istanbul, en Turquie. Au nom du chef de l'État, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire réitère l'engagement de la Mauritanie au respect des fondements et principes des droits humains. Le gouvernement japonais finance à hauteur de 3,3 milliards d'ouïas des projets de développement dans notre pays, et ceci dans le cadre de la coopération bilatérale. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'El Mauritania.